Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Ashor Manono. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que Anthony Blinken a dit pendant sa visite en République démocratique du Congo. Et ce qu'il a dit est quelque chose de très important, surtout quand on parle en termes d'entrepreneuriat et on parle en termes de doing business. Et avant même de continuer, je veux dire que pour tous ceux qui sont en train de regarder la chaîne, tous ceux qui regardent les épisodes, please, prenez un temps pour liker et partager si vous pouvez, ou bien laisser des commentaires, mais surtout essayez de liker quand vous regardez les épisodes, tout ça, comme ça va aider la chaîne et tout. Et si vous n'avez pas encore l'occasion d'être subscribe, please subscribe to the channel. Et ça va, it's really gonna help with the algorithm and everything else. Donc, subscribe to the channel. Faites vraiment tout ce que vous pouvez vraiment pour partager si vous pouvez. Donc, merci pour ceux qui l'ont fait. Merci pour ceux qui continuent à liker, à laisser des commentaires, à poser des questions. Et donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Il y a quelque chose que Anthony Blinken a dit quand il est allé en République démocratique du Congo. Et ce qu'il disait est que s'il y a moins de corruption en République démocratique du Congo, les Américains, les investisseurs américains vont venir en République démocratique du Congo. Donc, je crois qu'on l'avait posé la question, pourquoi les investisseurs américains ne viennent pas en République démocratique du Congo? Et ce n'est pas seulement pendant qu'Anthony Blinken était là. Il y a plusieurs émissions, même quand vous suivez des émissions comme Le Débat, les gens sont toujours en train de poser cette question. Les auditeurs qui appellent, ils posent toujours cette question de savoir c'est quand que les investisseurs étrangers, les investisseurs américains vont venir en République démocratique du Congo pour vraiment investir, pour se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Et ce que Anthony Blinken avait dit, c'est ça en fait la réponse. La réponse est que il dit que s'il y a moins de corruption en République démocratique du Congo, les investisseurs vont venir. Lutte contre la corruption, pas d'entreprise américaine possible en République démocratique du Congo tant qu'il y a de la corruption. C'est ce que nous disait il y a quelques mois l'ambassadeur Hammer. Au cours de votre visite, vous avez aussi parlé business en RDC pour les entreprises américaines. Elles peuvent venir aujourd'hui. Vous êtes satisfait du travail de la RDC, APLC, IGF et CNRF? Je pense qu'il y a une prise de conscience que la corruption, c'est un cancer qui attaque la démocratie, qui attaque le peuple congolais et qui attaque aussi la possibilité d'investissement venant de l'extérieur. On a vu des démarches par le gouvernement qui sont positives à cet égard. Je les ai évoquées avec nos collègues. En même temps, reste du travail à faire, surtout dans la transparence du gouvernement, des contrats, etc. Mais je pense qu'il y a une démarche qui est en train de se faire. Il y a un lien direct entre cette démarche et la possibilité d'investissement. Mais par exemple, dans le secteur des minéraux critiques, nous avons maintenant établi un partenariat pour l'exploitation des minéraux. L'exploitation des minéraux par l'exploitation des êtres humains. Et ce que nous apportons dans ce partenariat, c'est la possibilité justement de l'investissement. Ce que nous demandons, c'est que cette exploitation se fasse avec des valeurs très sûres en tête. Respect des travailleurs, respect de l'environnement, respect de la transparence. La RDC, je pense, va faire partie de ce partenariat. Je crois que c'est prometteur pour l'avenir. Donc, il y a moins de corruption, les entreprises américaines peuvent venir investir. Et ce qu'il a dit, c'est profond, parce que ce qu'il a dit, les Congolais, là, il y a beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas ça. Quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous écoutez les débats qui se font dans les réseaux sociaux, Twitter et tout ça, vous voyez ce qui se fait sur le terrain, dans les news et tout ça, les débats qu'ils sont en train de faire, vous vous rendez compte qu'ils ne comprennent pas vraiment, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire quand Anthony Blinken est en train de dire que s'il n'y a pas de corruption, il y a moins de corruption, les Américains vont venir. Et c'est pas seulement le news, hein. Ce qui est intéressant est que c'est pas seulement les news et c'est pas seulement les gens sur Twitter. Ce sont même les conférences en République démocratique du Congo. Vous regardez des conférences comme les Makutano, vous voyez des conférences comme les conférences de l'ANAPI, il y a des conférences du FPI, de la FEC.
toutes ces conférences-là, quand vous allez suivre ces conférences, ils parlent des taxes, ils parlent des exonérations et ils parlent des acharnements. Donc, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Donc, vous voyez que mais il y a beaucoup de focus vraiment sur les taxes, le crédit, comment avoir le crédit, et il y a beaucoup de focus sur les exonérations. Et ce que je disais est que c'est ça que les gens sont en train de débattre dans les conférences et tout ça. Mais le vrai débat ici, c'est le débat de la corruption. Beaucoup de gens dans ces conférences ne parlent pas de la corruption. Oui, les acharnements, mais les acharnements, vous passez un peu autour du problème. Le vrai problème ici, c'est la corruption. Parce que les acharnements, c'est un peu différent. L'acharnement, ça veut dire que quand je suis en train d'ouvrir mon business, tu viens et tu es en train de me demander des taxes, tu me demandes des histoires comme ça, tu reviens encore pour me demander des taxes qui ne sont pas vraiment des taxes et des trucs comme ça. Ça, c'est l'acharnement. Mais la corruption a un impact plus grand que l'acharnement. La corruption, quand vous avez la corruption dans votre milieu des affaires, ça impacte toute la société, ça impacte l'entrepreneuriat de votre pays, ça impacte le doing business, ça impacte le milieu des affaires. Et les gens en République démocratique du Congo croient que quand vous êtes un entrepreneur, ou bien vous vous dites que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, eux, ils croient que vous voulez partir en République démocratique du Congo. Ils croient que vous voulez partir en République démocratique du Congo. By the way, si vous me voyez transpirer, c'est parce que j'ai essayé de faire quelques exercices. Et donc, c'est un peu ça que je suis un peu entré. C'est à cause de ça, si je suis en train de transpirer et tout ça. Donc, excusez-moi et tout si vous voyez de la transpiration et tout. Anyways, ce que je suis en train de dire est que dans le milieu des affaires, c'est pas seulement ça, donc vous n'allez pas seulement vous focaliser sur la tracasserie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'impacter le milieu des affaires. Et pour vous donner un exemple, disons que vous êtes, parce que c'est un peu un des trucs que les gens dans les conférences sont en train de dire. Quand vous regardez les conférences, surtout les anciennes conférences de l'ANAPI et tout ça, vous allez voir qu'ils parlent toujours de l'entrepreneur congolais comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Les gens s'adressent toujours à l'entrepreneur congolais pendant toutes ces conférences comme une personne qui n'est pas sérieuse. L'entrepreneur congolais n'est pas compétent, l'entrepreneur congolais n'a pas assez de skills, ils sont toujours en train de parler de l'entrepreneur congolais comme si l'entrepreneur congolais ou bien le travailleur congolais ne vaut rien. Donc c'est un peu cette approche qu'ils ont souvent quand ils sont dans les conférences et tout ça. Donc c'est le mot qu'ils utilisent souvent, ils disent qu'on a besoin des entrepreneurs sérieux. Un entrepreneur sérieux qui a un business plan, qui a fait ça. Et vous les entrepreneurs congolais, vous n'êtes pas assez sérieux, vous ne faites pas de business plan, vous êtes en train d'échouer, c'est pour ça que vous n'avez pas de crédit. Donc c'est un peu ça le langage qui est un peu dans les conférences, tout ça quand vous êtes en train de suivre ça. Mais parlons des entrepreneurs sérieux. C'est que Anthony Blinken est en train de vous dire et que ça, ce sont les entrepreneurs qui sont aux États-Unis. Les entrepreneurs qui sont aux États-Unis, les entrepreneurs sérieux, ils vont vous dire la même chose que les entrepreneurs qui sont au Congo sont en train de vous dire. Donc, quand vous êtes une autorité au Congo et vous êtes en train de dire que les entrepreneurs congolais, c'est à cause d'eux que le problème est ça, d'un côté, c'est pas vrai parce que même les Américains, en fait, les entrepreneurs qui sont au Congo sont même le miroir du Congo. Si je regarde aujourd'hui, je suis en train de parler de l'entrepreneuriat et je dis que ça ne marche pas, ça, c'est parce que je suis en train d'écouter ce que les entrepreneurs au Congo sont en train de me dire, les Congolais sont en train de me dire. C'est pour ça que vous avez en technologie un système qu'on appelle le système de review. Quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, la personne peut vous laisser un feedback, vous dire que ce que vous avez vendu est bien ou bien ce que vous avez vendu est mauvais. Quand vous avez des entrepreneurs en République démocratique du Congo qui vous disent, tous les entrepreneurs qui sont là sur le terrain, vous disent que les choses ne marchent pas, la tracasserie, tout ça, comment vous croyez que vous allez envoyer vos dirigeants en Europe, aux États-Unis, et leur dire que votre pays n'a pas de guerre, votre pays est en sécurité, que le milieu des affaires est bien, vous avez des blocs pétroliers à vendre, vous avez des forêts. Vous allez dire ça à tous ces gens. La première chose que ces gens vont faire, ils vont parler aux gens qui sont sur le terrain. Ils vont parler aux Congolais. Ils vont voir la situation de l'entrepreneur congolais. Et quand vous voyez que l'entrepreneur congolais
ne s'épanouit pas, c'est là que vous voyez qu'il y a un disconnect. Il y a un disconnect entre ce que tous les diplomates sont en train de vous dire et ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Et je ne comprends pas pourquoi les intellectuels, les gens du gouvernement ne comprennent pas que tous les gens qui sont en Europe ont compris ça. Tous les Américains, les entrepreneurs, ils ont compris ça. Donc, quand vous venez chez eux, vous dites que vos conditions, vous venez aux États-Unis ou bien dans toutes les autres conférences, vous envoyez vos diplomates et vous dites que le Congo est bien, tout ça. La première chose qu'un entrepreneur sérieux fait, c'est faire des recherches. Chercher les reviews, regarder combien de points on a donné au Congo. Et c'est là que vous allez parler aux gens qui sont sur le terrain. Vous n'allez pas parler aux partenaires. L'entrepreneuriat, c'est comme une compétition. C'est comme une compétition dans une ligue de sport. Vous pouvez être Barcelone, vous pouvez être... disons que Barcelone, c'est le Katanga, vous êtes Real, c'est le Kassai, Kinshasa, c'est Liverpool. Donc, vous êtes dans une compétition où vous êtes en train de... Vous avez vos joueurs et vous êtes en train de faire une compétition vraiment amicale. C'est vraiment compétitif, mais c'est amical. Et à la fin, vous êtes en train de voir qui pourra gagner, qui pourra être la première ville de la République démocratique du Congo en termes d'infrastructure, en termes de... C'est comme ça ici aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des compétitions entre les États. Les États sont en train de faire descendre des taxes, comme maintenant vous regardez l'État du Texas. Vous voyez que la ville de Dallas est vraiment en train d'attirer beaucoup de business là-bas. Beaucoup de gens sont en train d'aller là-bas. C'est parce qu'ils sont en train de jouer avec la compétition. Ils regardent ce qui se fait à New York. Ils voient que New York a un problème. Les gens ne sont pas contents. Et ils offrent maintenant ces conditions aux gens pour venir, au business, pour venir à Dallas. Donc c'est une compétition entre deux villes, entre 50 États qui sont tous, qui travaillent tous pour l'intérêt du Congo, ou bien dans ce cas des États-Unis. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu une compétition. Et dans la compétition, le goal final, c'est pas de gagner l'argent. Tout le monde n'est pas dans l'entrepreneuriat pour venir gagner de l'argent. C'est comme si vous dites qu'un joueur il ne joue pas toute la saison. Ils sont en train seulement de corrompre toutes les équipes. Chaque fois qu'ils partent y jouer, on les laisse marquer des buts et à la fin, ils gagnent le trophée. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que ça, c'est la meilleure équipe de FIFA, ça, c'est la meilleure équipe de soccer dans le monde. Vous n'allez pas dire ça. Vous allez dire qu'ils ont acheté, ils ont fait ça. On doit mettre un astérisque sur leur championnat parce qu'ils ont corrompu ça, ils ont corrompu ça. Vous allez essayer de leur donner des sanctions. Donc, c'est pas fun. L'entrepreneuriat n'est pas fun quand vous avez des gens quand il y a la corruption dans tout ça. Et la raison pour laquelle c'est pas fun, c'est pas agréable, c'est parce que la corruption, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement un problème d'argent. On ne parle pas seulement dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Oui, c'est bien, vous devez être rentable, mais la vision d'une compagnie, c'est ça qui pousse vraiment l'entrepreneur dans l'entrepreneuriat. Et dans la vision de l'entrepreneur, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont seulement une vision de l'argent. Ça veut dire qu'ils ont une vision de gagner de l'argent, ils ont une vision sociale, ils ont une vision politique, ils ont une vision... Donc, ils ont plusieurs agendas qui sont en train de pousser à l'intérieur de l'entrepreneuriat. Et ils sont en train de pousser cette vision à travers leurs entreprises. Et vous allez voir que plus l'entreprise est en train de grandir, plus ils sont en train d'accomplir la vision de la personne qui l'a créée. Ça veut dire que moi, si je suis un Congolais même qui est dans la diaspora, bien un Congolais qui est devenu américain ou bien un Congolais qui est devenu français, j'ai quelque chose comme 10 000 $ de saving que j'ai mis dans mon compte pour garder toutes ces histoires, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai fait tous mes calculs, tout ça, j'ai envie de faire ma ferme, je regarde le prix à Kasangulu, tout ça, on m'a dit que ok, tu peux avoir un terrain à 2000 balles. Je dis ok, c'est bon, je me tape un terrain à Kasangulu à 2000 balles. Et puis je pars maintenant, j'habite en France, je pars dans un local restaurant, je m'achète mes machines, tout ça, je pars à la douane, j'essaie de ship ces histoires au Congo. Ça arrive au Congo, je prends mes affaires, je dédouane, je pars à Kasangulu, je mets ça dans mes histoires, j'achète mes animaux. Donc, je commence à faire venir mes équipements et toutes ces histoires dans ma ferme. Et donc, c'est tout ce qu'un Congolais, un entrepreneur a besoin de faire. Une fois que l'entrepreneur... Donc ici, jusque-là, vous êtes en train de voir que
Je suis en train seulement de faire des dépenses parce que quand je m'installe en République démocratique du Congo, dans la ferme, là, tu dois commencer à acheter des bêtes, ils doivent commencer à grandir, tu dois commencer à l'ONA, ce que tu dois à l'ONA, et après, à un certain moment, tu vas commencer à cultiver. Donc, il y a toutes ces histoires, et quand je suis en train de parler de tout ça, vous êtes en train de voir que ce sont des dépenses après des dépenses avec des dépenses. Et j'avais seulement 10 000 $. Mais 10 000 $, c'est assez d'argent pour investir. Mais ce n'est pas assez d'argent pour investir en République démocratique du Congo. Non seulement ça, c'est le problème à cause des douanes et tous les frais. Donc, quelqu'un qui a 10 000 $, un Congolais qui a 10 000 $ en Europe, il n'a pas beaucoup d'options vraiment pour créer des richesses en République démocratique du Congo. Ça, déjà, c'est un problème dans le milieu des affaires. Disons maintenant que tout va bien. J'arrive maintenant à faire toutes mes histoires. Ma ferme est en train de boomer. J'ai maintenant mon produit. J'essaie maintenant de vendre mon produit. Là maintenant, c'est la compétition. La corruption abîme tout parce que je peux être en compétition avec un autre Congolais qui connaît un ministre, qui connaît un général, qui connaît un député. Et il aura des facilités que moi, je n'aurai pas. Donc, si nous deux, on a une boutique de café, nous deux, on a une alimentation, lui, c'est parce qu'il peut même me faire il peut me faire échouer dans mon business. Il peut se réveiller un matin comme ça et dire à ses connexions de policiers, ses connexions de députés, de me rendre la vie difficile. Donc, la compétition n'est plus juste parce que cette possibilité-là est là. Et c'est à cause de ça qu'on parle de risque. Le risque est que quand vous allez venir, vous avez vu toutes les dépenses que j'ai faites et vous venez comme ça pour être en compétition avec quelqu'un d'autre. Quand vous êtes en train de réussir, il y a des gens qui sont connectés qui peuvent venir et vous abattre facilement. Et il y a même des gens qui sont moins connectés qu'eux qui peuvent vous abattre facilement et vous allez tout perdre. Et quand un investisseur américain regarde ce scénario, parce que l'investisseur américain, il pense toujours en termes de risque, il ne pense jamais en termes d'opportunité. Et vous allez voir que la NAPI et toutes ces histoires, quand ils partent à l'étranger, ils sont en train de parler du Congo, ils ne parlent jamais du risque, ils parlent seulement des opportunités. Mais les investisseurs, eux, ils ne sont pas vraiment intéressés aux opportunités. Les opportunités du Congo, tout le monde sait ça. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens sur le Congo? Qu'est-ce qui n'a pas été documenté sur le Congo? Tout le monde sait ce qu'il y a au Congo. Tout le monde connaît le potentiel du Congo. Tout le monde sait ce que vous pouvez faire au Congo. C'est seulement les gens qui sont au Congo qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le potentiel du Congo. Parce que si vous connaissez le potentiel du Congo, vous n'allez pas commencer à faire des corruptions avec quelques millions de dollars, des histoires comme ça. Si vous connaissez vraiment le potentiel du Congo aurait des budgets de 50 billions, 100 billions de dollars. Et toute la population allait se retrouver. Vous allez devenir une puissance régionale. Voilà. Ils allaient devenir une grande puissance régionale et vous allez commencer à dominer tous les pays qui sont à côté. Mais parce que vous ne comprenez pas le potentiel du Congo, c'est à cause de la corruption et c'est à cause de ça que vous êtes dans cette situation. Et tout le monde le connaît. Donc quand vous parlez aux gens, aux investisseurs américains, eux, ils regardent le risque. Et vous, le risque, vous allez dire qu'il n'y a pas de risque, la guerre est là-bas, il n'y a pas de guerre au Congo, tout ça, tout ça. On va même pas entrer dans ce débat. Mais pour un entrepreneur américain, le risque, c'est pas ça. Je vous ai parlé du risque ici. Je vous ai dit ce que les entrepreneurs au Congo sont en train de dire. Les entrepreneurs au Congo sont taxés avant même qu'ils commencent à faire des activités. Imaginez-vous un peu dans tout ce que je vous ai dit. Je suis un Congolais qui habite en Europe. Je viens, je dépense mes 10 000 $ et pendant ce temps, quand j'arrive au Congo, je fais toutes ces dépenses-là. Je suis déjà taxé. On commence déjà à me taxer. Là, maintenant, on entre maintenant dans l'acharnement. On commence maintenant à me taxer. Eux, ils disent que ce n'est pas l'acharnement parce que je savais qu'il y avait toutes ces taxes, mais je suis venu quand même là-bas et faire mon business. Mais ça vous dit aussi la raison pour laquelle les gens ne viennent pas, parce qu'ils savent qu'il y a toutes ces taxes. Donc, l'argument qu'ils sont en train d'utiliser pour justifier pourquoi les gens se sont lancés dans le business quand ils savaient qu'ils avaient toutes ces taxes, c'est le même argument que vous pouvez utiliser pour dire que les gens ne viennent pas parce qu'ils savent qu'il y a toutes ces taxes. Et ça, c'est le message que ces gens ne comprennent pas. Eux, ils ne comprennent pas que l'entrepreneur pense en termes de risque. L'entrepreneur ne pense pas en termes d'opportunité seulement. Le risque, c'est ça qui va donner, qui va
permettre à l'entrepreneur de prendre la décision. On dit, même en consulting, on dit le risk analysis, quand vous êtes en train de faire le project management, la gestion des projets. On parle du risk analysis. Ça veut dire que vous devez faire une analyse des risques. Et quand vous faites une analyse des risques, vous avez quelques options que vous devez prendre. Soit vous devez éviter le risque, soit vous devez, on dit mitiguer, donc vous devez faire une mitigation du risque, aller contourner le risque ou bien quelque chose comme ça. Soit vous devez take care le risque ou bien soit vous devez éviter le risque. Donc vous devez faire de telle façon, mais dans tout ce que vous allez faire, vous devez dealer avec ce risque-là. Et ici maintenant, si je suis un entrepreneur, tout marche bien, le risque que quelqu'un, un général peut venir et m'arrache mon champ. Si un général vient et m'arrache ma terre, qu'est-ce que je peux faire? C'est là maintenant qu'on est en train de parler maintenant du milieu des affaires. Un général se réveille le matin en République démocratique du Congo, il a la connexion avec mon compétiteur et mon compétiteur l'envoie pour fermer ma ferme parce que je n'avais pas payé une des taxes. Normalement, ce n'est pas une sanction qui doit me faire shut down, mais parce qu'eux, ils sont connectés, ils veulent me shut down. Donc, ils me shut down pour une erreur que j'ai commise. C'est vrai que j'ai commis l'erreur en tant qu'entrepreneur, mais il y a des lois. Vous ne devez pas me shut down. Parce que quand vous me shut down, ça ne me donne même plus l'opportunité de vous repayer ou faire des histoires comme ça. Parce que mes activités sont shut down. Donc, quand vous êtes en train de penser à tous ces scénarios dans le terrain, ce que vous allez vivre en tant qu'entrepreneur, vous allez voir que le milieu n'est pas bien. Ils peuvent prendre ma terre, maintenant je dois partir maintenant en justice. Quand je vais en justice, ils connaissent les avocats, ils connaissent le procureur, ils connaissent le juge. Maintenant, c'est une démarche déjà, c'est ça qu'on appelle le milieu des affaires, c'est ça qu'on appelle le doing business. Ce n'est pas l'agriculture, je n'ai même pas encore commencé l'agriculture dans tout ça. Je n'ai même pas encore commencé la ferme dans tout ça. Mais je suis déjà en train de dealer avec un gouvernement, avec des autorités. Je suis déjà en train de dealer dans une atmosphère qui est déjà hostile à l'entrepreneuriat. Et quand vous êtes en train de regarder les business, les startups et tout ça, les premières années de la plupart des business, ce sont des années où vous êtes en train de faire des pertes. Si vous regardez Facebook, vous regardez Amazon, vous regardez les premières années de ces business, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, toutes ces compagnies étaient en train de faire des pertes. Facebook était free. Jusqu'à aujourd'hui, Facebook est free. Et vous vous demandez comment pendant tout ce temps, Facebook était toujours free. Parce que finalement, ils ont décidé maintenant de faire les publicités et toutes ces histoires, implémenter le système de publicité. Mais avant, il n'y avait pas des pubs. Et ils étaient toujours dans le rouge. Malgré qu'ils étaient dans le rouge, ils avaient toujours le plus grand market space. C'est-à-dire qu'ils ont une valeur, même dans le négatif. Quand je disais dans d'autres épisodes, vous allez m'excuser parce que je parle souvent dans plusieurs sujets en même temps, mais ce que je disais dans des parenthèses, ce que je disais dans les autres épisodes est que quand vous n'avez pas d'argent, même le négatif, ça coûte. Le potentiel, là, ça coûte. Quand on vous dit que le Congo est riche, d'autres disent que le Congo est potentiellement riche. Moi, je dis que c'est faux. Le Congo est riche parce que cette valeur négative a un coût. Cette valeur négative peut être évaluée. Une compagnie comme Facebook était dans le rouge pendant 8 ans, 10 ans. Ils étaient dans le rouge, mais il y avait toujours des créditeurs à côté pour les donner de l'argent, pour garder leurs opérations, pour garder leurs serveurs, toutes ces histoires, les AWS et tout ça. Ce sont des histoires qui coûtent beaucoup d'argent. Ils avaient plus des gens qui étaient en train de venir et ils avaient plus des gens qui étaient en train d'investir sur eux. Pas parce qu'ils étaient en train de se faire de l'argent, c'est parce que les gens, les investisseurs voyaient déjà de loin. Ils voient que le risque ici, c'est rien. Ils sont en train de perdre de l'argent, mais s'ils essayent maintenant d'implémenter une façon de monetize, même un peu, ils vont make up pour tout cet argent qu'ils ont perdu. Donc, le potentiel d'une compagnie, c'est ça qui est en train de drive les investisseurs. Mais au Congo, maintenant, les compagnies ne peuvent même pas avoir de potentiel. Si vous créez votre propre petite boîte, vous essayez d'avoir un potentiel, vous allez voir que le gouvernement va venir, ce sont les taxes, ce sont ça, ce sont des acharnements, ce sont des histoires comme ça. D'autres personnes peuvent venir et vous arracher ce que vous avez. Et là, maintenant, c'est fini. Vous n'avez plus rien.
Et c'est ça que l'entrepreneur américain est en train de voir en République démocratique du Congo. Et c'est à cause de ça que l'entrepreneur américain ne vient pas en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas tout. En termes de compétition, c'est tout ça que je vous ai montré ici, parce qu'on peut vous arracher avec tous ces risques, tout. Mais le risque, ce n'est pas le seul problème. Quand vous êtes un entrepreneur américain, quand vous êtes un entrepreneur sérieux, il y a d'autres histoires que vous êtes en train encore de regarder en République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de parler en termes de doing business. Parce que si vous êtes en train de regarder, je dois faire mes affaires au Congo et je vois que dans les 5 premières années de mon entreprise, on va commencer à perdre de l'argent. C'est peut-être à la 6e année, à la 7e année qu'on va commencer à se faire de l'argent. Et les gens que je vais engager, ce sera des Congolais. Ce sont des Congolais qui vivent au Congo. Et quand vous regardez ces Congolais, vous regardez leurs conditions de vie, à cause de la corruption qui est en train de se faire au niveau du gouvernement, ça fait maintenant que moi, en tant qu'employeur, je dois prendre en charge maintenant tous mes employés, plus, donc ça va me coûter encore plus cher d'engager un Congolais que s'il n'y avait pas de corruption. Parce que s'il n'y avait pas de corruption, ce Congolais allait être en mesure de partir à avoir des soins médicaux. Donc il n'allait pas vraiment tomber malade, il n'allait pas vraiment faire il n'allait pas rester à la maison pendant beaucoup de temps, parce qu'il allait savoir vraiment comment se prendre en charge lui-même. Si ce Congolais-là avait des bénéfices de santé, tout ça, ils allaient prendre ce Congolais en charge en termes de payer pour ses médicaments et tout ça. Ce qui fait que, parce que le gouvernement n'est pas organisé à cause de la corruption, parce que le milieu des affaires, du business n'est pas organisé, c'est à cause de ça maintenant que la charge du travailleur congolais, c'est maintenant une charge pour moi. Ça veut dire que nous, maintenant, quand on est ici en tant qu'entrepreneur, et vous êtes en train de faire maintenant des études pour voir comment vous allez pouvoir investir en République démocratique du Congo sans corruption, ou bien sans faire partie de la corruption, vous allez voir maintenant, vous devez utiliser maintenant des stratégies qui deviennent un peu comme un écosystème, où le travailleur est en train de travailler pour vous et vous êtes en train de payer maintenant ce que le travailleur a besoin du point de vue social. C'est-à-dire qu'il peut travailler pour vous, donc c'est un peu ça son salaire. Le salaire n'est pas toujours sa compensation, c'est pas toujours un salaire que vous devez payer en argent, ça peut être des bénéfices que vous êtes en train de donner à une personne. C'est là maintenant que vous faites des partenariats, c'est un peu des partenariats avec vos travailleurs, où vous dites que ok, c'est bien, moi j'ai cette terre ici à Kasangulu, je peux me construire, je peux me taper 2-3 buanderies, 4 buanderies, je peux mettre ça au coin ici. Je vais mettre à l'intérieur un agriculteur, quelqu'un qui se connaît dans l'agriculture, quelqu'un qui se connaît et sa famille, peut-être des petites buanderies qui sont peut-être bien propres, construites en terre ou bien des trucs comme ça, moins chers. Vous mettez, parce que pour eux, c'est quelque chose de bien. Et il y a un moyen de faire toutes ces histoires dans des bonnes conditions à moins cher. Il y a des gens qui ont le talent au Congo que vous pouvez utiliser pour vous construire des petites buanderies à moins cher, qui sont vraiment très chics et que vous pouvez mettre vos travailleurs à l'intérieur, qui ne va rien vous coûter. Vous êtes seulement un peu focalisé dans des briques, des histoires comme ça. Quand il y a des Inosbi l'a fait, il y a des maisons en bois que vous pouvez faire. Donc il y a des moyens de faire toutes ces histoires si vous avez déjà un investissement. Parce que vous avez 10 000 $, vous êtes en France, vous voulez partir en République démocratique du Congo, vous pouvez utiliser un 2 000 $ pour mettre des bois, des trucs comme ça. Il y a des gens au Congo qui peuvent vous faire ça pour ce montant. Donc vous êtes quelque part à Kasangulu, loin comme ça, c'est déjà un village. Bon, pas Kasangulu, mais où vous êtes partout, où ça sera quand même un peu éloigné parce que c'est une ferme. Et vous construisez maintenant vos 4 petites maisonnettes. Vous mettez un chef d'agriculture et sa famille, un chef de l'élevage et sa famille. Vous mettez un manager qui va manager, il y a un surveillant qui va surveiller. Tous ces gens travaillent dans votre ferme. C'est eux qui sont en train de faire toutes les histoires, ils sont en train d'assumer la sécurité. C'est eux ils sont en train de travailler. Toutes les opérations sont faites par eux. Vous êtes là pour manager et vous pouvez mettre un manager qui va les dire qu'est-ce qu'il doit faire. La récolte, à la fin, vous partagez aussi la récolte. Ils ont une partie de la récolte. Quand ils ont besoin des soins médicaux, vous payez ces soins médicaux aussi. Quand ils ont besoin des études pour leurs enfants, vous offrez aussi ce bénéfice. Vous allez voir que ça va devenir un écosystème où vous allez commencer à produire des histoires
qui ont de la valeur, que vous pouvez vendre dans le marché, et le bénéfice que vous aurez en retour, ça sera de loin plus que ce que vous êtes en train de faire pour eux. Mais ça sera assez pour eux pour commencer à faire des activités, pour commencer. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça la stratégie quand vous êtes en train de vivre dans un environnement comme ça, comme la République démocratique du Congo. Parce que les gens n'ont pas d'argent, donc vous devez trouver des solutions dans l'informel pour essayer de vous créer des pouvoirs d'achat. Et si vous avez un Congolais qui a un peu des moyens parce qu'il était à la diaspora ou bien parce qu'il a fait des activités au Congo, vous partez dans l'informel comme ça, vous travaillez avec des groupes de gens, des populations, des gens du quartier, et vous mettez ensemble des petites coopératives où vous êtes en train de faire des activités sociales, en même temps vous êtes dans l'entrepreneuriat, et c'est un peu ça la mission que vous êtes en train de suivre. Mais comme je disais, et que quand votre environnement de milieu des affaires n'est pas bon, cette vision de l'entrepreneur ne va jamais se faire. Parce que comme je vous ai dit, quand j'arrive déjà, je ne me fais même pas encore de l'argent, l'État est déjà là en train de me taxer. Quand je vais faire l'argent, quand je me fais un peu clair, si je suis un peu plus successful, un général peut venir et m'arracher tout ce que j'ai. Donc on peut me rendre la vie très difficile et en tout ça, c'est moi qui va perdre et il n'y a pas moyen de partir en justice et de récupérer tout ce que j'ai. Donc tout entrepreneur qui est sérieux, ce sera difficile pour eux de partir en République démocratique du Congo et d'investir. D'autres personnes vont dire, alors les gens qui sont à l'intérieur, bon, les gens qui sont à l'intérieur, ce sont des gens qui ont décidé de prendre le risque et de commencer à travailler et à corrompre les autres. Vous allez voir des compagnies, il y a des compagnies qui sont dans les mines, qui sont en train de payer le coût de la corruption. Quand vous êtes ici aux États-Unis, on vous dit que la fraude, la corruption, dans l'entrepreneuriat, pour un entrepreneur sérieux, le coût de la corruption, le coût de la fraude, c'est quelque chose ça tue l'entrepreneuriat. Quand vous êtes une compagnie minière et vous êtes en train de faire de business en République démocratique du Congo et vous perdez un procès à l'étranger qui vous dit que vous êtes en train de corrompre les gens dans tous les pays où vous êtes, ça c'est quelque chose qui damage votre image. Toutes les exonérations qu'on vous avez données en République démocratique du Congo, c'est rien. Vous allez faire des millions en réparation, vous allez avoir des milliards de dollars en perte de revenus, vous allez faire donc toute la corruption que vous avez fait avant ça pour vous taper ces avantages, vous allez les perdre tout à cause d'un procès seulement. Et c'est ça qui arrive à ces compagnies. Donc, partir en République démocratique du Congo et devenir grand en train de corrompre les gens, c'est pas une façon, vous ne pouvez pas faire ça dans l'entrepreneuriat pendant, c'est quelque chose que vous n'allez pas sustain. Et c'est ça que les Congolais, je crois, beaucoup de gens au Congo, les dirigeants congolais croient que la corruption, le fait qu'il y a la corruption au Congo, c'est ça qui est attractif pour les entreprises. Et ils ne sont pas en train de réaliser que tous les gens qui sont en train de venir pour s'investir, ces gens-là, ils ont des stratégies. Ils savent comment ça va se terminer pour eux. Parce que soit ça va mal se terminer pour les politiciens qui sont en train de se lancer dans tout ça, ou soit ça va se terminer mal pour l'entrepreneur qui est en train de payer les politiciens. Donc, toutes ces histoires, regardez ce qui se fait avec les banques et tout ça. Les banques, ils ont dû remettre de l'argent. Il y a d'argent qui sont partis chez des individus, mais qui va retracer cet argent? Donc, mais quand vous êtes un entrepreneur, c'est votre argent, c'est vous qui avez la banque, c'est vous qui êtes responsable pour ça. Donc, l'entrepreneuriat, la corruption et tout ça, c'est un avantage. En termes, pour l'entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qui est attirant. Je peux partir en République démocratique du Congo et payer quelques personnes pour avoir des papiers ici, mais je ne peux pas faire ça la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année. Je peux pas, c'est impossible de faire ça et de réussir dans ma vision d'entrepreneur, dans ma vision sociale, dans ma vision de tout ce que j'ai envie de faire, si je suis en train de faire cette corruption. Si même je deviens successful à la fin, vous allez voir qu'à la fin, il y aura des documents qui vont sortir et qui vont dire que j'étais en train de corrompre ça, et je perds tout ce que j'avais gagné pendant toutes ces années. Donc, quand vous êtes en train de penser en termes d'entrepreneuriat, les Congolais, la plupart des autorités congolaises pensent au niveau de short term. Mais les Américains, quand ils sont en train de penser sur le niveau de l'entrepreneuriat, ils sont en train de penser à long term, ça veut dire 5 ans, 10 ans. Je ne me dis pas que je veux me faire l'argent maintenant, je me dis que je veux commencer à me faire l'argent dans 5 ans. Et vous, si vous êtes déjà dans un milieu, dans une atmosphère
où vous pouvez être anéanti pendant ces 5 premières années, ça montre déjà que ce n'est pas une atmosphère où vous pouvez partir et avoir... Ce n'est pas une atmosphère qui est business friendly. Donc c'est à cause de ça que les Américains ne veulent pas se lancer. Donc c'est un peu ça que les gens doivent commencer à comprendre quand vous êtes en train de parler de l'entrepreneuriat. Et si les grandes entreprises ne veulent pas se lancer en République démocratique du Congo, comment nous, les petits Congolais, avec notre petit argent, on va se lancer dans tout ça? Donc la solution ici est de pouvoir améliorer les conditions pour les entrepreneurs congolais qui sont au Congo. Une fois que vous allez arranger leurs conditions, ces gens vont commencer à témoigner des conditions au Congo. Et quand ces gens vont commencer à témoigner de ces conditions, ça va attirer non seulement les autres Congolais de la diaspora à rentrer au Congo et faire la même chose ou les aider, et aussi ça va attirer les grandes entreprises américaines à partir au Congo et à se lancer dans l'entrepreneuriat librement. Donc, la stratégie, si vous êtes en train de penser à comment améliorer le milieu des affaires en République démocratique du Congo, la stratégie est de vous occuper sur l'entrepreneur congolais. La première chose que vous devez faire d'abord avec l'entrepreneur congolais, c'est l'identifier. Parce que vous êtes en train de parler en termes de crédit. La première chose en termes de crédit est que vous devez connaître la personne à qui vous avez donné cet argent. Comment vous allez identifier l'entrepreneur congolais? Dans tous les salons de la République démocratique du Congo, ils parlent de l'entrepreneuriat, ils parlent de tracasseries, ils parlent de toutes ces histoires. La première chose, le root cause de ce problème de tout, c'est l'identification. Un peuple qui n'est pas identifié ne peut pas s'organiser. Vous n'êtes pas identifié en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que même quand vous êtes en train de me dire que moi je suis un entrepreneur sérieux qui vient des États-Unis, je veux investir aux États-Unis, c'est qui que je veux engager? Je veux engager des Congolais. C'est qui ces Congolais? Je ne peux même pas les identifier. Je ne sais même pas qui je suis en train d'engager. Je peux engager quelqu'un qui a 5 identités. Je peux engager quelqu'un qui a 10 identités. Je peux engager quelqu'un qui a 20 identités. Donc, il y a déjà un risque dans tout ce que je suis en train de faire. À cause de ce risque, maintenant, je dois faire des histoires maintenant de recommandations. Si vous partez maintenant dans le système des recommandations, vous allez parler maintenant aux gens de votre tribu. Vous allez parler à vos amis, vous allez parler à vos familles. C'est là qu'ils vont vous dire que non. Donc, ils vont vous dire de ne pas avoir confiance aux autres tribus et ça va vous pousser maintenant à prendre des décisions basées sur les ethnies, sur les tribus, au lieu de prendre la meilleure personne pour le boulot. La raison principale dans tout ça est que la personne qui était devant moi, ou les personnes qui sont devant moi, il n'y a pas moyen de les identifier. Donc la seule recommandation que les gens portent vraiment comme value, qui ont du poids en République démocratique du Congo, ce sont les recommandations tribales, ou bien, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle ça, non? Tribal ou bien tribal, je ne sais pas trop. Mais les recommandations là, basées sur les ethnies, sur les régions et tout ça, c'est ça qui abîme tout, c'est pas la compétence. Mais d'un côté, c'est la seule chose que vous pouvez utiliser parce que les gens, le pool, le workforce, la population n'est pas identifiée. Donc on ne sait pas avec qui on est en train de travailler. Ça aussi, c'est quelque chose que l'entrepreneur américain doit regarder. Je vous ai dit que je vais mettre des gens dans ma ferme et je vais mettre 4 personnes. Qui seront ces 4 personnes? Je ne les connais pas. Ça peut être, il a tué sa femme, il a tué son enfant. Donc je ne connais pas tous ces gens. Et ces gens-là, maintenant, moi, je veux partir. Déjà, moi, l'entrepreneur congolais qui les a engagés, on ne me connaît même pas par le gouvernement. Je veux partir maintenant dans une banque. Je vais dire à la banque, donnez-moi un crédit. La banque va me demander, il y a quelque chose, est-ce que tu peux hypothéquer quelque chose? Je dis que je n'ai rien. Mais même si j'avais quelque chose à hypothéquer, je vais hypothéquer ça, je prends de l'argent, je suis là en train de faire mes activités. Je suis toujours en train de travailler dans un milieu où les gens ne sont pas identifiés. D'abord, la banque, pourquoi elle m'a donné l'argent? Parce qu'on l'a donné ça. Donc, c'est un milieu qui n'est pas bien fait. Et ce que je disais dans un autre épisode de Son of Congo, les anciens des épisodes, je disais que le Congo, c'est un peu une maison. Quand vous regardez les maisons de Bandal, les Ndakwa Pigeon, regardez ces maisons-là, ce sont des petites maisons. Il y a peut-être un salon en bas, la cuisine, et il y a quelques chambres au-dessus. Mais imaginez un peu une maison comme ça avec 10 chambres au-dessus. Et vous avez envie de vendre ces chambres-là, vous voulez vendre une maison comme ça.
Donc une maison comme la maison de Bonda, Linda Kwapijan, là, mais vous avez quelque chose comme 10 chambres au-dessus, au deuxième niveau. Et vous voulez vendre ça comme ça. C'est que vous n'allez pas faire de l'argent. Vous êtes dans le real estate, il n'y a personne qui va acheter cette maison. Ce que vous devez faire est d'abord que vous devez rehab la maison, vous devez améliorer la maison. Vous devez casser ce qui doit être cassé, enlever les murs. Quand vous arrivez à un niveau, vous avez 2 chambres, une salle de bain au-dessus. Ça, maintenant, la maison devient maintenant plus attirante. Les gens regardent comme ça et disent que, OK, je peux venir ici et utiliser, dormir dans votre salon. Je peux venir ici envoyer mes enfants en vacances. Je peux venir ici parce que la maison, ça devient plus attractive. Et c'est le problème en République démocratique du Congo. Ce que vous êtes en train d'offrir, c'est pas attractive. C'est pas attractif. Même les gens qui aiment le Congo, pour les Congolais qui aiment le Congo, qui veulent investir au Congo, vous pouvez voir que ce milieu n'est pas un milieu attractif. C'est un milieu où vous allez perdre de l'argent. Ou par contre, si vous prenez les mêmes 10 000 $ et vous mettez ça dans vos économies à l'étranger, vous allez voir que dans 2, 3, 4 ans, vous aurez peut-être doublé cet argent, surtout dans le real estate. Vous aurez peut-être doublé cet argent. Vous aurez peut-être acheté un bien qui va vous coûter encore plus d'argent. Donc, avec 10 000 $, vous pouvez vous acheter une maison de 100 000 $ aux États-Unis. Donc, imaginez un peu ça. Et vous allez prendre cet argent parce que vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Vous allez partir acheter une ferme à Kassangoulou. Donc, vous voyez que ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas quelque chose... quand vous êtes sérieux dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que vous allez faire. Si vous avez peut-être beaucoup d'argent, oui, vous pouvez vous lancer dans tout ça. Mais vous allez voir que même les business en République démocratique du Congo, les business ne sont pas restés pendant plusieurs temps, même pendant plus de régimes. Il y a seulement, bon, on n'a pas déjà connu beaucoup de régimes, mais vous allez voir que les gens qui se sont lancés dans le business, avec la corruption, avec tout ça, ils arrivent à maintenir leur dominance sur le business et ils gagnent encore plus d'influence. Mais si l'État rentre vraiment, vous instaurez un système où les gens sont égaux partout, la compétition est vraiment une compétition réelle et tout le monde joue dans le même règlement de jeu. Il y aura des riches, il y aura des pauvres, mais tant que tout le monde sont dans les mêmes règles, nous tous on a les mêmes difficultés, nous tous on a au moins les mêmes règles qui sont respectées. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens que vous croyez même qui sont en train de dominer maintenant, ils vont commencer à tomber. Parce que tous ces gens, ces boîtes-là ne sont pas remplies des gens qui ont des stratégies. S'il y avait des gens qui avaient des stratégies, aujourd'hui, ils allaient être plus dominants en République démocratique du Congo qu'ils le sont maintenant. Parce que c'est quand même étonnant de voir que ces gens viennent en République démocratique du Congo et ils n'arrivent pas aussi à dominer la République démocratique du Congo. Et ça vous montre vraiment à combien la corruption est difficile à faire évoluer un pays. Parce que pendant plusieurs années, vous allez rester seulement dans le même état, dans le même statu quo, et vos avancements seront vraiment ralentis. Et les autres pays qui n'ont pas de corruption, vous allez voir qu'ils sont en train d'avancer. En une année, vous allez voir que tous les secteurs ont déjà changé. La vie, l'impact dans la société a carrément changé. Mais à cause de la corruption en République démocratique du Congo, même les grandes boîtes qui sont parties en République démocratique du Congo, ils n'arrivent pas à dominer le marché. Parce que les conditions ne les permettent pas seulement à dominer. Mais quand ils partent dans notre pays, ils arrivent à gagner plus, à faire plus de trucs. Donc c'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui. Il faut faire attention à la corruption. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On va parler prochainement de beaucoup de choses. Je vais parler de Amazon Certification. Hopefully, ça va bien se passer. Mais même si ça ne se passe pas, c'est quelque chose que je fais déjà. Mais faire un test et ce que tu es en train de faire, c'est deux choses différentes. Mais bon, je suis en train de travailler pour ça. Hopefully, un jour, ça va marcher. Et on va aussi parler de quelque chose du real estate, tout ça, de l'entrepreneuriat. Comment faire pour s'acheter une autre maison et tout ça, ou bien un autre appartement, un autre condo. Surtout si vous êtes aux États-Unis, les Congolais qui sont aux États-Unis, surtout les Congolais qui sont à Dallas, si vous avez de l'argent maintenant, si vous êtes en train encore de penser si vous devez vous lancer dans le real estate, achetez vos maisons maintenant, lancez-vous dans le real estate parce qu'il y a beaucoup d'opportunités.